Bonjour à tous et à toutes. Protéger, innover, soigner, enseigner, accompagner, avancer. Que vous soyez ici avec nous ou à distance via les réseaux sociaux, vous qui nous écoutez, vous savez à quel point ces actes sont au cœur de la vie de chacune et chacun de nous. Nous traversons depuis 2 ans une crise qui a profondément changé notre rapport au travail, à la famille, aux études, aux loisirs. Tout simplement, notre vie a changé depuis 2 ans. Et autour de nous, beaucoup ont été isolés, malades, certains ont même perdu des proches. Mais dans ces bouleversements, dans ces doutes parfois, nous avons tenu et nous avons tenu ensemble. Et c'est grâce à nos services publics également que nous avons tenu. Oui, je veux le redire ici, d'ailleurs comme l'a dit le président de la République il y a 15 jours en Haute-Vienne devant les agents publics, c'est grâce à nos services publics, à celles et ceux qui se sont mobilisés le jour et la nuit, à celles et ceux qui sont restés sur le pont, à l'hôpital bien sûr, mais aussi dans tous les services publics. Les agents publics ont pu réinventer leur façon de travailler. Ils ont pris des risques. Ils n'ont pas compté leurs heures pour soutenir notre pays. Ils ont assuré les soins, la sécurité, l'entretien des espaces publics, la collecte des déchets, la scolarité de nos enfants, les aides d'urgence aux entreprises, le soutien et l'accompagnement social des plus fragiles. Bref, ces services publics, les Français aujourd'hui, les ont plébiscités, aujourd'hui et tout au long de la crise. Et en tant que ministre des Agents publics, je ne peux que m'en réjouir. Au fond, quelle meilleure reconnaissance professionnelle que celle de ses compatriotes. Vous le savez, les Français ont toujours été très attachés à leur service public. Mais la crise a sans aucun doute changé leur rapport à celles et ceux qui font vivre ce service public. Cette crise a constitué un déclic. Au-delà des remerciements, au-delà des applaudissements aux fenêtres, beaucoup de Français ont redécouvert la valeur et les valeurs du service public. Alors, il est temps de nous saisir de cette opportunité pour mieux faire connaître les métiers du service public, vos métiers, à vous, agents publics, et ainsi attirer de nouveaux talents. Vous voyez, à rebours de ce que l'on entend aujourd'hui dans le débat public, j'assume ici totalement ce discours sur les services publics et les fonctionnaires. Notre choix en responsabilité est de faire face aux défis du service public pour les 15-30 prochaines années, pour que notre fonction publique reste un exemple de service, d'efficacité, d'excellence, de bienveillance, pour qu'elle puisse attirer tous les talents de notre société qui est belle et qui est diverse, pour qu'elle nous permette tout simplement de continuer à faire tenir l'État, dont chacun mesure aujourd'hui le rôle qu'il joue dans notre cohésion nationale. Alors je m'adresse à vous aujourd'hui, à vous tous, et en particulier à vous, les plus jeunes d'entre vous qui nous écoutez. Vous vous demandez quel avenir vous allez construire pour vous, pour les autres, pour votre pays. Vous avez peut-être 18, 20, 25 ou 30 ans, peut-être moins, peut-être plus, mais j'ai un message. Rejoignez-nous. Venez renforcer nos services publics, venez assurer la relève, venez exercer de nouveaux métiers d'avenir. Au fond, venez construire la France de demain. Je vous le dis, il n'est plus temps d'écouter ceux qui répètent les mêmes rengaines sur le trop de fonctionnaires. Rien que pour assurer les missions du service public, nous avons besoin de recruter chaque année 100 000 personnes. Vous voyez que c'est très différent de ceux qui vous disent que nous pourrions supprimer 200 000 emplois. Il ne s'agit en effet pas d'un grand plan de recrutement supplémentaire, mais bien d'une réponse à un risque de pénurie de talents et de compétences nouvelles dont nous avons besoin chaque jour. C'est donc un risque inexorable qui est devant nous si nous ne faisons rien. Car notre fonction publique, et il faut bien le dire aujourd'hui, n'attire plus assez. Seulement 1 jeune sur 10 se dit spontanément intéressé par les métiers du secteur public. En 25 ans, le nombre de candidats qui se présentent au concours de l'État a même été divisé par 3. Alors derrière ces chiffres, il y a une réalité urgente et concrète. C'est une fatalité d'ailleurs que nous ne pouvons pas accepter. Si nous continuons sur cette voie, c'est l'efficacité même du service public qui est en jeu, c'est sa capacité à servir tous les Français dans tous les territoires qui est menacée. Cette désaffection, elle s'est nouée sur des malentendus, sur des préjugés qu'il nous appartient de déconstruire. Il y a d'abord des discours de campagne, des propos d'estrade qui ont abîmé les agents publics et nos services publics. Qui d'entre vous rejoindrait une organisation dont ceux qui prétendent la diriger dénigrent les salariés? Qui voudrait exercer un métier dont on parle chaque jour comme d'une variable d'ajustement budgétaire? Qui candidate pour une entreprise
dont il ne serait question que de plans sociaux massifs. Il y a aussi les clichés du quotidien, qui ont la vie dure, ceux qui dépeignent un monde kafkaïen, des guichets dysfonctionnels, des montagnes de papier, une hiérarchie trop pesante, des routines trop installées. Bien sûr, tout n'est pas parfait, loin s'en faut, mais ces clichés ne sont pas la réalité. En parcourant la France des services publics, j'ai vu autre chose. J'ai vu des femmes et des hommes qui exercent 1000 métiers, dans 1000 costumes, des métiers sur terre, des métiers sur mer, des métiers en milieu rural, des métiers dans les grandes villes. Certains ont le bac, d'autres ont bac plus 10. Et ce qui fait notre force, c'est qu'à travers chacune et chacun d'eux, j'ai vu un seul et même sens du service, un seul engagement, une seule fierté, celle de faire vivre en actes des valeurs qui parlent à tous les Français. D'abord, la valeur de l'égalité, pour que pour tous, tout le temps, dans tous les services publics, mairies, hôpitaux, préfectures, nous traitions chacun comme une personne unique. La continuité ensuite, pour qu'en toutes circonstances, quoi qu'il en coûte, y compris et surtout dans les heures les plus graves de la crise, nous soyons là, auprès des Français. La neutralité ensuite, pour que quelle que soit la personne à qui on s'adresse, quelles que soient ses origines, ses croyances, son identité sexuelle, on puisse lui rendre le service qu'elle attend. Et puis l'adaptabilité. Regardez, quand il a fallu construire une application la plus téléchargée en France pour protéger chacun face à la Covid en respectant pleinement les libertés, eh bien nous nous sommes adaptés. Et donc c'est tout simplement notre devise que ces agents incarnent chaque jour. Liberté, égalité et fraternité. Cette devise, ils la font vivre chaque jour dans l'éducation, dans la sécurité, dans la cohésion sociale, dans la santé, dans l'insertion, qu'ils travaillent d'ailleurs au sein de l'État, d'une collectivité locale ou d'un hôpital, qu'ils travaillent à Paris ou à l'étranger, dans des territoires ruraux ou à nouveau dans des grandes villes. J'ai voulu donc aujourd'hui donner la parole à ces femmes et à ces hommes. Et avec moi aujourd'hui, il y a donc Florence, douanière, qui sécurise nos frontières et lutte contre le trafic de stupéfiants. Il y a aussi Kevin, qui s'emploie à prévenir les risques d'inondation en région parisienne et assure la protection de l'environnement et lutte notamment contre les nuisances. Il y a Mala, qui a consacré toute sa carrière aux jeunes, en enseignant et puis en les encadrant dans les écoles, les collèges, les lycées, dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires. Et il y a Sophie, qui tout à l'heure nous parlera de l'hôpital qu'elle dirige, qui s'assure que les locaux, le matériel, les soignants permettent de sauver des vies, loin des clichés d'une fameuse administration administrante dont certains nous parlent aujourd'hui. Ces grands principes ne sont donc pas qu'une belle idée. Ils sont anciens, ils font partie de l'identité de notre pays, et pour autant, ils ne sont en rien contradictoires avec l'innovation, l'efficacité, la modernité. C'est bien même tout le contraire. Notre fonction publique propose une réelle diversité de métiers et de lieux. Elle permet de réaliser des projets d'intérêt général, à la pointe de nos savoirs, de nos technologies, avec des vraies perspectives de progression. Quel autre employeur peut proposer un tel contrat ? Alors je sais que beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, vous pensez peut-être que la fonction publique est réservée à certains, qu'elle n'est ouverte qu'aux élites. Je vous le dis, rien n'est moins vrai. Notre fonction publique représente aujourd'hui toute la diversité et tous les talents de notre société. C'est d'ailleurs pour moi une condition essentielle pour que les citoyens croient en la démocratie, pour que les Français retrouvent la confiance dans nos institutions. Pour cette raison, nous avons profondément transformé nos modes de recrutement. Non, je tiens à le dire, on n'intègre plus le service public seulement par concours. Chaque année, des milliers de personnes sont recrutées par contrat et viennent nous apporter une autre vision, d'autres compétences pour quelques années, parfois des années qui durent plusieurs années, et un engagement qui se poursuit. Les concours eux-mêmes sont toujours plus ouverts, plus tournés vers les qualités, les compétences que les savoirs académiques. Ce ne sont plus seulement les dissertations de culture générale ou les épreuves d'anglais qui décideront lesquels de nos jeunes peuvent réussir à mieux conduire un projet en faveur de l'inclusion ou de l'environnement, un projet pour le logement ou les mobilités, pour notre sécurité ou notre santé. Les concours ne sont pas réservés aux plus favorisés. Nous avons ouvert 74 classes préparatoires pour les talents de demain en 2021, partout en France, pour préparer précisément à ces concours qui sont accessibles soit après le bac, soit après une 3e année de licence, pour devenir directeur d'hôpital, pour devenir commissaire de police, pour devenir tous ces métiers
que vous voyez dans votre vie quotidienne. Nous avons offert 1700 places, avec un complément de bourse annuelle de 4 000 €, avec un tuteur, avec un diplôme, avec un logement étudiant, pour que chacun puisse se préparer en confiance et sans s'auto-censurer pour intégrer la fonction publique. Alors parfois, avant de vous engager, de préparer un concours, vous souhaitez en savoir un peu plus, découvrir nos métiers. C'est très légitime. Et c'est pourquoi nous avons aussi multiplié les possibilités pour les jeunes d'avoir une première expérience chez nous. Ce sont déjà 24 000 jeunes qui ont été apprentis dans nos administrations, dans les collectivités, dans les hôpitaux, dans les ministères, et qui ont fait un pas de plus vers l'insertion, et peut-être, je l'espère, un pas de plus vers le service public. C'est un record, ces 24 000 apprentis qui sont aujourd'hui dans nos administrations. Nous avons aussi offert plus de 50 000 stages en 2022 pour vous permettre de venir découvrir nos métiers sur le terrain, avec nos équipes. Et toutes les offres sont d'ailleurs sur un seul site et évidemment disponibles sur Un jeune, une solution. Nous voulons aussi être des employeurs exemplaires, car les Français sont en droit d'attendre cette exemplarité de l'État. Pour les 62% de femmes qui travaillent dans le service public et celles qui nous rejoignent, pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants qui partagent leur vie, nous agissons pour une fonction publique plus respectueuse des choix de vie de chacun et de chacune et qui s'attache mieux à respecter un équilibre toujours complexe entre une vie personnelle et une vie professionnelle. Nous voulons aussi une fonction publique dans laquelle les inégalités salariales non justifiées n'ont plus leur place, à quelque niveau que ce soit. Nous voulons une fonction publique qui ne peut tolérer ni fermer les yeux sur les violences sexistes et sexuelles, et nous sommes en train de déployer partout des dispositifs de signalement dans toutes les administrations pour donner aux personnes qui en seraient victimes un interlocuteur et une écoute en toutes circonstances. Nous nous engageons enfin pour une fonction publique toujours plus inclusive et ouverte pour les personnes en situation de handicap. Enfin, et j'en terminerai par là, nous créons les conditions pour que les agents de la fonction publique soient mieux protégés, mieux équipés, mieux soutenus dans leur quotidien. Peut-être craignez-vous les lourdeurs ou un type de management qui peut enfermer. Tout cela a bien changé. J'ai entendu le besoin de nouveaux modes de travail et d'équipements plus modernes, et je suis absolument convaincue qu'il n'y a pas de fatalité à ce que l'administration soit en retard par rapport aux entreprises. Nous avons réussi à signer avec les syndicats, en juillet dernier, un accord sur le télétravail dans la fonction publique. Un accord unanime qui permet de télétravailler jusqu'à 3 jours par semaine avec une indemnité financière. Nous avons fait sur le télétravail, sur l'équipement numérique, en 1 an, ce que nous pensions faire en 5 ans pour désormais équiper 99% des agents qui peuvent télétravailler en matériel pour qu'ils puissent le faire dans de bonnes conditions. Nous avons engagé enfin des moyens considérables dans le cadre du plan de relance pour moderniser nos procédures, pour numériser, pour simplifier les démarches administratives du quotidien, pour réduire le volume de papier et donc simplifier la vie de nos concitoyens et la vie de nos agents. Le gouvernement a aussi voulu, catégorie par catégorie, métier par métier, adapter les rémunérations au travail et à l'engagement, à l'aide d'une politique salariale ambitieuse, pour revaloriser de façon inédite certains métiers, avec des rémunérations maintenant beaucoup plus attractives pour les personnels soignants, pour les jeunes enseignants, pour les policiers par exemple. Nous avons aussi revalorisé les agents les moins bien rémunérés et nous avons fait en sorte que plus personne ne soit recruté en dessous du SMIC et que chacun ait désormais des perspectives de progression. Ce que nous avons fait hier pour ces agents, nous le ferons évidemment demain pour tous les autres qui voudront nous rejoindre, pour offrir à chacune et à chacun des conditions de rémunération en lien avec l'engagement fourni, avec les responsabilités exercées, pour donner à chacun des perspectives de progression, car c'est bien là la promesse initiale de la fonction publique, que chacun soit recruté selon son mérite et qu'au cours de sa carrière, chacun puisse évoluer en fonction de ses projets et de son engagement. C'est d'ailleurs le sens de la grande négociation sur les salaires que j'ai engagée sur la base de propositions qui me seront remises à l'issue de la conférence sur les perspectives salariales le mois prochain. Pour toutes ces raisons, il faut donc qu'elles soient davantage connues. Je forme vraiment le vœu que nous recrutions aujourd'hui et demain les meilleurs, les plus motivés, les plus audacieux parmi vous. Alors, mesdames, messieurs, dans une société d'engagement où chacun veut se dépasser, où chacun veut trouver du sens, je vous propose de choisir le service public. C'est sur vous que je compte.
C'est sur vous que compte tout un pays. C'est vous qui, en choisissant le service public, serez amenés à construire la France de demain, la France de 2030. Notre pays préside aujourd'hui le Conseil de l'Union européenne alors qu'une crise diplomatique se joue à proximité de nos frontières, entre l'Ukraine et la Russie. La France fait face aux défis environnementaux et climatiques et connaît déjà sur son territoire, en métropole comme en outre-mer, des inondations, des cyclones, des sécheresses qui ruinent des familles et parfois, malheureusement, tuent. Notre pays est aussi une cible du terrorisme et de la criminalité organisée qui sape le pacte républicain. Notre pays affronte des fractures géographiques, sociales, numériques que nous combattons pour préserver l'unité de la République. Alors pour que la France puisse rester une grande puissance diplomatique, une grande démocratie, une grande force de science et d'innovation, pour qu'elle continue de remporter des prix Nobel en économie, en physique, en chimie, pour que notre pays continue de s'épanouir, de grandir, de briller, pour la santé et le bonheur de ceux qui vous entourent et pour votre sécurité. Des Antilles au Pacifique, de la Corse à la Gironde, du Nord à la Bretagne, je vous propose de servir, dès aujourd'hui et demain, le service public. En un mot, rejoignez-nous. Mon discours, vous le voyez, n'est pas un discours de plus sur la fonction publique. C'est vraiment une invitation à l'action pour l'intérêt général. C'est une incitation à se servir des perspectives de l'emploi public. Il y a aujourd'hui 45 000 offres d'emploi en ligne sur choisirleservicepublic.gouv.fr. Je vous parle là de 20% des emplois de notre pays, pour une aventure ou pour une carrière. Je vous propose donc de rejoindre le projet d'une République unie, soudée, protectrice et inclusive. Pour cela, aujourd'hui, je vous présente une marque et une bannière, un signe de reconnaissance, une identité, une fierté pour tous ceux qui servent déjà et surtout qui attirent l'attention de tous ceux qui voudraient nous rejoindre. Choisir le servicepublic.gouv.fr. C'est une plateforme unique qui rassemble déjà toutes les offres d'emploi, tous les concours, tous les apprentissages et les stages offerts dans l'État, dans les collectivités territoriales et dans les hôpitaux. Elle va réunir, cette plateforme, d'ici à la fin du premier semestre 2022, toutes les campagnes de recrutement du service public et chacune portera cette marque. Je vous invite donc à nouveau à choisir le sens, l'action, l'audace. Je vous invite à rejoindre le service public. Merci. À vous qui voulez agir pour le bien commun, vous qui aimez les grands défis, vous qui mettez votre talent au service des autres, vous qui tendez la main à ceux qui en ont besoin, ensemble, nous allons construire l'avenir de la France, la faire progresser, la faire rayonner, ici, là-bas, partout, la faire tenir face aux crises et la faire grandir face aux bouleversements du monde, la faire vivre mieux à la force de nos énergies. Vous qui voulez que votre métier ait un sens, qui voulez avoir un impact dans la vie de chacun, engagez-vous pour ce qui nous unit tous, notre pays. Parce que s'engager pour lui, c'est protéger, innover, soigner, enseigner, accompagner et avancer. Choisir le sens, choisir l'audace, choisir l'action, c'est choisir le servicepublic.gouv.fr. Alors, nous voilà réunis après cette présentation et au fond ce qui nous réunit, le sens, l'audace, l'innovation, le service, avec 4 agents publics qui travaillaient déjà au sein de nos services publics, des services publics très différents. Et moi, j'ai quelques questions pour vous. C'est que vous puissiez présenter votre parcours, votre métier, ce que vous faites chaque jour, ce qui fait aussi votre fierté, et qu'on puisse ainsi présenter à ceux qui nous regardent la diversité des métiers, la diversité des parcours, et je crois ce qui fait notre richesse. Alors on va commencer par Florence. Bonjour. Et Florence, je vous laisse peut-être vous présenter. Vous êtes venue d'ailleurs bien accompagnée. Oui, tout à fait. Alors, mon équipier canin Rusty. Nous travaillons tous les deux pour la douane à Roissy-Charles de Gaulle. Voilà. Nous sommes une équipe cynophile qui lutte contre la recherche des stupéfiants. Et nous avons terminé notre formation en fin d'année dernière. Et nous avons déjà fait quelques saisies intéressantes de stupéfiants à Roissy. Voilà, c'est un métier merveilleux que de travailler avec un animal, notamment le chien, qui est un équipier incroyable. Comment vous avez eu l'idée de rejoindre la douane ? À quel moment vous dites, tiens, je vais devenir douanière ?
Alors moi, j'ai une famille de douaniers, déjà. Donc c'est déjà un engagement de longue date. Voilà, c'est ça, qui remonte à assez loin. Et puis en troisième, j'ai eu l'occasion de faire mon stage en entreprise, que j'ai réalisé du coup à la douane. Et j'ai rencontré une maître de chien, je me souviens encore de son nom. Elle m'a donné la passion de son métier. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire, c'est ce métier-là que je veux faire, qui allie la passion des chiens et du travail avec les animaux à une cause utile pour la société, qui est la lutte contre les fraudes et notamment contre les stupéfiants. Qu'est-ce qui vous rend fier? Qu'est-ce que vous dites de votre métier à vos amis, à peut-être ceux qui ont trouvé étonnant que vous ayez un uniforme? Comment vous en parlez? Alors déjà, moi je suis très fière de porter l'uniforme. J'ai une famille de douaniers, mais je suis la première à porter l'uniforme en douane. Et je suis très très fière parce que ça représente mon pays, qui est un beau pays. Et puis surtout, c'est un métier très enrichissant, qui permet notamment à l'aéroport de rencontrer plein de gens, plein de cultures différentes, et qui permet de protéger mes concitoyens avec la lutte contre les fraudes qui passe par la lutte contre les contrefaçons, par la lutte contre le tabac, le trafic de tabac, et contre la lutte des stupéfiants. Et c'est un métier dans lequel je me sens utile. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes étapes pour rejoindre ce métier? Oui, alors moi, pour parler de mon parcours personnel, du coup, moi, j'ai arrêté les études après le bac. J'ai testé la faculté pendant un temps et je me suis quand même rendu compte que je préférais l'action, on va dire. J'aime bien être sur le terrain, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me permet de mieux m'exprimer et de me sentir mieux. Du coup, j'ai passé le concours de contrôleur des douanes en 2016, que j'ai réussi. Ensuite, il y a une période d'école, du coup, qui dure 5 mois pour contrôleur à La Rochelle, donc dans un joli cadre. Vous veniez d'où au départ? Moi, je venais de la région parisienne. D'accord. Voilà, l'école est à La Rochelle, située à La Rochelle pour les catégories C et B, et pour les catégories A et supérieures, se trouve à Tourcoing, à côté de Lille. Et donc après ces 5 mois d'école, on est sur le terrain en tant que stagiaire pendant une année. Et ensuite, nous sommes titularisés du coup dans nos fonctions. Et puis, intéressée par la spécialité maître de chien, j'ai postulé à l'enquête qui a lieu une fois par an pour recruter les futures équipes cynophiles. Donc vous avez déjà évolué dans votre carrière. Il y a déjà eu plusieurs étapes. Exactement. Voilà. Et ça, c'est une particularité aussi de la fonction publique, oui, c'est qu'on peut, dans sa vie, progresser. Exactement, on peut progresser, on peut passer des concours en interne également si on veut progresser en grade. Et on peut postuler à tout un tas d'enquêtes pour changer de métier, puisque c'est vraiment ça, en fait, on change de métier. Moi, je suis passée du côté surveillance en tant que piéton dans un aéroport à maintenant maître de chien anti-stupéfiant. Voilà, en l'espace de 5 années, du coup, j'ai pu déjà évoluer dans ma carrière et rejoindre le métier qui me tenait à cœur. Est-ce que vous avez un message à passer à ceux qui nous regardent, des jeunes qui se disent, voilà, je ne sais pas très bien quoi faire, j'ai l'impression que ce n'est pas pour moi, qui ont une vision parfois très lointaine aussi de ces métiers, en se disant, voilà, l'uniforme, ça peut impressionner. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à des gens qui ont 5 ans de moins que vous? Qu'il ne faut pas hésiter, que c'est des métiers qui sont riches, où on peut faire ce qu'on a envie de faire. Moi, je voulais travailler avec les animaux, c'est chose faite. Il y a plein de diversité. L'uniforme, il ne faut pas en avoir peur. C'est juste une tenue qu'on met comme une blouse d'infirmière, comme un costume pour aller en réunion. C'est ma tenue de travail et c'est avec fierté que je la porte. En tout cas, on sent que vous êtes fiers. Oui. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Alors, on va là se tourner vers, je crois que c'est Kevin. C'est ça. Bonjour. Alors, Kevin, vous faites un métier très différent. Oui. C'est l'avantage de notre discussion. Je crois que vous travaillez en Essonne. C'est ça. Et vous vous occupez d'environnement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu à la fois de votre parcours et de ce que vous faites chaque jour? Tout à fait. Alors, donc, je travaille à la direction départementale des territoires de l'Essonne, donc DDT. Plus précisément au service environnement et au bureau de prévention des risques et nuisances. Donc mon poste, en fait, c'est chargé d'études risques. Qu'est-ce que je fais sur mon poste?
on va dire qu'il y a 2 grandes thématiques. Donc c'est comme l'indique le nom du bureau, hein, la prévention des risques. Donc c'est prévention des risques naturels. Donc pour l'Essonne, ça va être principalement les inondations, hein, donc les crues par rapport aux rivières. Et l'autre aspect, ça va être donc l'aspect prévention de nuisances sonores. Donc nous, on s'intéresse surtout aux nuisances sonores qui sont produites par les transports, donc routes et ferrées. Donc voilà pour la grande thématique du poste. Après, sur les missions, alors qu'est-ce que je fais en fait sur ces missions? Concrètement, vous êtes un bureau, vous êtes sur le terrain? Alors, plus sur un bureau que sur le terrain, effectivement. Je vous parlais des nuisances sonores. Ce n'est pas moi concrètement qui vais aller faire des mesures, hein, par exemple, sur le terrain. Mais j'ai l'occasion en fait de partager avec les gens qui vont le faire. Pour vous donner l'exemple du bruit, hein, c'est Bruit Paris qui s'en occupe en Ile-de-France, qui a des techniciens acousticiens hein, assermentés pour le faire. Et donc on va être en relation à la DDT. En fait, c'est intéressant parce qu'on est proche du territoire et on a l'occasion de partager avec un grand nombre d'interlocuteurs, hein, que ce soit alors même du citoyen, des associations, des élus, avec les autres échelons en fait, de la fonction publique, hein, je pense notamment au niveau régional, et les autres DDT, hein, les autres départements. On n'est pas tout seul puisqu'on partage les mêmes thématiques. Donc voilà, c'est vraiment un poste qui permet d'être proche du territoire. Sur des enjeux très concrets. Sur des enjeux très concrets, voilà. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Alors bientôt 3 ans. Et qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'est-ce que je faisais avant? Eh ben, c'est mon premier poste. J'ai une formation donc, dans le domaine de l'environnement, hein, biologie et chimie. Et je me suis orienté, alors pourquoi la fonction publique? Alors je viens d'une famille où il y a beaucoup de fonctionnaires, donc je connaissais déjà. Pourquoi la fonction publique? Je connaissais en fait l'attrait déjà de certains postes, enfin des missions, hein, j'avais déjà une idée assez précise, je me suis renseigné, donc j'avais pas de... Pas de surprise, voilà. Et j'avais envie de faire un boulot, disons, un travail qui m'intéressait hein, vraiment et et surtout, comme pour me dire ce qui a été dit, hein, un boulot qui donne l'impression d'être utile, hein, vraiment. Puis c'est concret. Et donc vous avez passé un concours. Oui. Comment s'appelle ce concours? Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très intéressés par les métiers de l'environnement. Oui. Mais ça peut paraître un peu compliqué de se repérer. Effectivement. Alors, dans mon cas, donc le concours, c'est TSPDD, donc Technicien supérieur principal du développement durable. C'est un concours niveau Bac+2. Et donc après, si vous êtes reçu au concours, un écrit et un oral. Il y aura 1 an en fait, de période fonctionnaire stagiaire. Un peu comme un apprentissage. Voilà, on peut voir ça comme ça, avec 7 mois en fait, à l'école, donc c'est le NTE, l'École nationale des techniciens de l'environnement. Donc ce sera une formation assez générique, hein, parce qu'il y a quand même des missions, comme on le disait, des thèmes assez larges. Et au bout de ces 7 mois, on va donc faire une sélection de postes hein, qui sera liée au classement du concours. Et voilà, on choisit son poste et à partir d'avril, donc dans l'année où on est en formation, on rentre sur le poste. Et au bout d'1 an, on est considéré comme, enfin on n'est plus stagiaire, on est fonctionnaire. Là aussi, vous avez la possibilité d'imaginer, après, aller dans une autre région, dans un autre département. Vous avez dit que vous avez une formation qui est aussi très large, donc vous ne serez pas toute votre vie à vous occuper des nuisances sonores et des inondations. Non, probablement pas. Alors, moi, je suis de la région, pour le coup, hein, je suis même de l'Essonne, donc voilà, je connais bien le territoire. Et oui, effectivement, la fonction publique permet de changer, d'évoluer et de changer de poste. Hein. Il ne faut pas le cacher, si on veut changer de poste, on peut. C'est assez facile. Donc, que ce soit géographiquement ou par rapport aux missions, hein, ou les deux, c'est plus qu'une possibilité, c'est une vraie ouais. Et ça vous a attiré? Alors, ou qu'est-ce qui vous a le plus attiré dans ce monde-là? C'est le sens de ce que vous faites tous les jours? Oui, le fait d'avoir un travail qui est, comme je le disais, concret, vraiment concret. Je vois les inondations et les nuisances sonores, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde tous les jours. Et comme je le disais, le fait d'être à une échelle en fait, assez proche du territoire, pas d'être trop éloigné en fait, des thématiques. Donc ça permet d'être un peu à cheval en fait, entre le territoire et peut-être un peu de recul par rapport à certaines missions. On est vraiment positionné très intéressant.
Et en plus, on veut renforcer l'État dans ses missions de terrain. Parce qu'on sent bien que les Français, d'ailleurs, ils nous demandent d'avoir des gens qui décident ou qui peuvent être plus près d'eux. Et donc, on a vocation, dans les années qui viennent, à continuer à avoir, typiquement sur l'environnement, non seulement des gens qui définissent une stratégie nationale, mais aussi beaucoup plus d'agents publics de proximité qui peuvent faire ce lien entre la stratégie et puis, en l'occurrence, le territoire de l'Essonne, les différentes... Est-ce que vous avez un message ? Parce que, alors, on a eu beaucoup de retours déjà sur le sujet environnement. Beaucoup de jeunes qui, et d'ailleurs on les comprend, qui ont envie de s'engager à la transition écologique. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire ? Pour reprendre ce qui a été dit, de ne pas avoir peur à s'intéresser à ce type de poste et ne pas hésiter aussi à s'intéresser, à poser des questions, à chercher à aller plus loin pour voir un petit peu les missions, parce que c'est vrai que ça reste très mal connu. Il y a beaucoup de missions et de postes qui restent très mal connus. La plupart des gens, beaucoup de gens ne savent pas en fait ce qu'on fait concrètement quand on est fonctionnaire ou sur ce type de poste. Donc ne pas hésiter à se renseigner. Il peut y avoir beaucoup d'idées reçues. Et je pense que c'est un frein. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait choisir le servicepublic.gouv.fr. C'est pour que des gens puissent parler de leur métier, expliquer ce qu'ils font, qu'on dépasse les idées préconçues, parfois les malentendus, les clichés. Aussi. Et donc, merci pour ça. Alors du coup, on se tourne vers un troisième métier. Il faut que je fasse attention à Rusty, parce que sinon je vais avoir des soucis. Mais je n'ai pas de trafic à faire ici. Je vais me tourner vers vous, Mala. Donc vous êtes enseignante. Si j'ai bien, ma fiche est bien à jour. Oui, mais je n'ai pas commencé comme enseignante. Mais vous n'avez pas commencé comme enseignante. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de... Oui, j'ai bénéficié de la mobilité de carrière au sein de l'Éducation nationale. J'ai commencé par être conseillère principale d'éducation dans un collège. Alors à l'époque, je suis assez âgée. Donc, mais on a le droit de rejoindre la fonction publique à tout âge. Oui, mais quand j'ai rejoint la fonction publique, c'était en passant par un concours donc de conseillère principale d'éducation. J'ai bénéficié d'une formation au concours en passant par l'Institut universitaire de formation des maîtres qui maintenant est remplacé par l'INSPE. C'est aussi par ce type de structure que les professeurs des écoles passent pour préparer le concours. Et j'ai été donc conseillère principale d'éducation pendant 12 ans dans un collège qui à l'époque était en ZEP, zone d'éducation prioritaire, zone violence. Donc c'était dans une ville de banlieue alors qu'à l'origine je venais de Paris. Ensuite, au bout de 12 ans, j'ai décidé de passer, de passer professeur des écoles. De progresser. Pas vraiment de progresser, mais de faire quelque chose qui faisait partie de mon plan de carrière, en fait. J'étais attirée par les deux fonctions. Et à un moment donné, je me suis dit que je pouvais bénéficier justement de cette possibilité de mobilité au sein même de l'éducation, malgré le fait que j'avais passé un concours. J'ai donc bénéficié d'un détachement sur le corps de professeur des écoles et je suis maintenant professeur des écoles depuis 7 ans. Et vous êtes en quelle classe là du coup maintenant ? Et CM2, je suis en CM2. Donc, et alors vous avez aussi, je crois, vous, le sentiment d'être utile. Est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont vous vous sentez utile ? Je me sens utile déjà parce que j'ai le sentiment d'apporter quelque chose à de jeunes esprits. J'ai l'envie et la volonté de transmettre quelque chose, pas seulement des connaissances pures, mais aussi des savoir-faire, des savoir-être. Et puis, le contact aux enfants est tellement riche. Ce qui se passe en une journée, surtout là en ce moment, il y a tellement de choses qui se passent à tout moment de la journée que on n'a pas le temps de s'ennuyer. Est-ce que vous imaginiez, quand vous aviez peut-être 15 ans, avant d'être majeure, qu'un jour vous seriez enseignante ? Oui, c'était déjà... c'était votre projet ? C'était déjà une idée que j'avais en tête, comme une sorte d'objectif, une ligne de mire. Parce que moi, je viens d'un milieu très, très populaire. Et grâce à l'école, j'ai pu avoir accès à des dimensions auxquelles je n'aurais jamais eu accès si j'étais restée juste dans la famille. Vous avez été motivée par l'enjeu, comme on dit, de l'ascenseur républicain ou de la méritocratie. C'est des choses qui sont importantes pour vous ? J'en ai bénéficié. Alors, moi, je le dis, je suis assez fière de ça. J'ai bénéficié de l'ascenseur social. Donc,
Donc vous voulez que d'autres prennent votre suite? Oui, je voudrais vraiment que d'autres en bénéficient aussi. Alors dans l'actualité, on entend parfois qu'il n'y a plus d'ascenseur social, l'école n'est plus facteur d'ascenseur social, mais j'en suis pas sûre. Je suis pas sûre. En tout cas, c'est le sens que vous donnez à votre métier. Tout à fait. Et donc là maintenant, 7 ans que vous êtes donc enseignante, à nouveau, comment vous voyez la suite? Parce que je voudrais qu'on parle aussi bien de ces parcours qui évoluent. Vous savez, il y a une idée, souvent quand je rencontre des jeunes, ils me disent « Ah oui, non, mais moi, la fonction publique, c'est pour faire 40 ans le même métier au même endroit », c'est non. Mais vous voyez déjà, les différents parcours montrent bien que c'est pas ça qui se passe. En fait, je suis en train d'évoluer vers une autre fonction, enseignante référente pour l'usage du numérique, parce que lorsque le confinement s'est abattu sur nous, je me suis tout de suite emparée de tous les outils numériques que l'Éducation nationale a mis à notre disposition, notamment la classe virtuelle du CNED. De cette manière, j'ai pu proposer une vraie continuité pédagogique à mes élèves. Ça a été une expérience riche et assez extraordinaire parce que on a travaillé différemment avec la classe. Les élèves étaient présents, les parents étaient présents. On a créé un vrai lien, malgré le fait qu'on soit à distance et dans une situation très anxiogène. On a quand même réussi à rester tous ensemble et j'ai pu continuer pendant le premier confinement à transmettre le savoir. Et donc là, vous vous formez en plus. Comment ça marche? Ça veut dire quoi être référent Alors, vous avez dit en éducation numérique? Non, c'est pas ça que vous avez dit. C'est enseignante référente pour l'usage du numérique. Donc là, pour le coup, je me tourne plus vers les adultes, vers les enseignants. Et en fait, je fais la promotion de l'utilisation du numérique, des outils numériques, comme plus-value dans la pratique pédagogique auprès des enseignants, les moins jeunes comme les plus jeunes. Parce qu'en fait, ce n'est pas encore une évidence d'utiliser oui, et que ce soit quelque chose de choisi et pas quelque chose qui nous tombe dessus, comme vous dites, à cause d'un confinement. On espère que ça ne se reproduira plus, d'ailleurs. Vous voyez que c'est un combat quotidien. Et donc ça, c'est ces nouvelles perspectives, ça vous donne un nouveau rôle. Et donc ça, vous le faites dans votre établissement ou vous le faites aussi en dehors de votre établissement? Je le fais aussi en dehors de mon établissement. Déjà dans mon établissement, mais aussi en dehors. D'accord. Est-ce que vous aussi, vous avez un message à passer à ceux qui nous regardent? Jeunes ou moins jeunes, j'insiste. Oui. Le message, c'est que travailler pour le service public, ça a une vraie valeur sociale. On n'y vient pas pour gagner des mille et des cents. Il faut y venir parce qu'on a envie de transmettre quelque chose et de porter des valeurs. Voilà. Les valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout à fait. De l'égalité. Mais pas seulement, aussi des valeurs universelles. Voilà. Des vraies valeurs où chacun a sa place. Exactement. Des valeurs humaines. Bon, merci, c'était un très beau témoignage. Merci. Et alors là, on passe vers un autre métier. Alors vous n'êtes pas employée, chère Florence, vous n'êtes pas employée par l'État, vous dépendez d'une collectivité territoriale. Tout à fait. Et je crois que vous êtes auxiliaire de puériculture. Alors racontez-nous aussi un peu votre métier, votre choix, qu'est-ce qui vous a amené vers ce métier? Moi, ça fait 32 ans que je suis dans la fonction publique, en fait. Je suis arrivée un peu par hasard parce que j'ai fait un bac et je voulais me destiner à la profession de sage-femme. Et en fait, ce n'était pas du tout le contact avec les tout petits qui m'intéressait, mais je visais la classe au-dessus, en fait, les petits de 0 à 3 ans, en fait, dès qu'ils sortent, que les parents sortent du congé parental ou que les parents doivent reprendre le travail. Et donc, j'ai repris des études, j'ai fait mon année d'auxiliaire et depuis, j'ai travaillé 30 ans en crèche collective. Et là, depuis 2 ans, je suis dans un multi-accueil. Et donc vous, votre métier, qu'est-ce qui vous apporte? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous regardez vos 32 ans de carrière? Si vous regardez derrière vous, qu'est-ce que vous sentez que ça vous a apporté? La fierté, parce que j'ai guidé des enfants et des familles à devenir des citoyens, des adultes. Le travail a énormément évolué. Et maintenant, voilà, avec le chômage, la précarité de l'emploi, on voit que les familles ont vraiment besoin de moyens de garde. Et donc, on est essentiel. Et par rapport à la crise du Covid, on est resté ouvert pour tous les professionnels de santé, pour toutes ces personnes qui avaient besoin de travailler. Et donc, on
on était là pour s'occuper de leurs enfants, on les guide à devenir des adultes, on les aide à devenir autonomes et c'est le plus beau métier du monde. Est-ce que, quand vous en parlez, est-ce que vous sentez que vous arrivez à susciter des vocations chez les plus jeunes? Est-ce que c'est une mission aussi pour vous que vous êtes donnée, d'en parler à des plus jeunes, de former peut-être des apprentis, des stagiaires? Tout à fait. Moi, ça fait donc 30 ans que j'étais dans la même crèche et c'est vrai que cette lassitude, je me suis dit il va falloir faire quelque chose, changer. Donc je me suis un petit peu tournée vers maître d'apprentissage, justement pour former des apprentis. Et comme ça, au bout de 2 ans, elles devenaient mes collègues. On encadre beaucoup de stagiaires aussi. On accueille aussi des jeunes de 3e pour voir un petit peu ce qu'est notre profession. Parce que c'est un métier à haute responsabilité. Les parents nous confient ce qu'ils ont de plus cher, leurs enfants. Donc, ce qui est bien justement dans ce métier, c'est le cadre, le service public. Il y a quand même un cadre, il y a une hiérarchie, il y a des droits, il y a des devoirs. Et on se sent bien, donc on a envie de transmettre des bonnes valeurs ensuite. Ça, c'est intéressant parce que vous êtes devenue donc formatrice. Vous avez un rôle, du coup, dans choisir le service public. C'est que vous aidez d'autres à choisir votre métier. Voilà, tout à fait. Et vous disiez aussi que vous avez un métier, vous, de contact avec des citoyens. Alors, quand on est enseignant, on a le contact avec les parents et les élèves. Vous avez le contact avec des gens de tous les pays, qui sont plus ou moins en règle, d'ailleurs, avec les règles. Donc, ça vous donne aussi une diversité de situations. Vous êtes aussi en contact avec des gens qui ont besoin de vous. On a qui peuvent être un peu désorientés. De terrain. Et là, justement, depuis 2 ans, je suis dans un multi-accueil. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'accueil ponctuel. Des gens qui, du jour au lendemain, ont une hospitalisation, un souci, ils vont nous confier leur enfant. Donc, c'est... Donc, vous avez aussi un rôle social pour les parents. Social. Et puis, on est vraiment dans l'aide à la parentalité. C'est vrai que les parents sont de plus en plus... perdus des fois, ils savent plus trop comment faire en fait dans l'éducation de leur enfant. Donc c'est vrai qu'ensemble, on se destitue pas les parents, mais c'est vrai qu'ensemble on guide leurs enfants à bien se construire. Bon, merci beaucoup. Donc vous voyez des métiers très différents, des parcours très différents, des moments aussi d'évolution et vraiment c'était important pour moi de mettre en lumière ce rôle de maître d'apprentissage. Parce qu'on a de plus en plus d'apprentis, je l'ai dit, mais c'est aussi une nouvelle voie d'entrée dans la fonction publique. Alors je pense qu'il y a quelques questions qui nous viennent de ceux qui nous regardent, qui nous viennent peut-être du public aussi. Merci. Effectivement, Madame la Ministre, nous avons déjà reçu des questions en ligne et la première question portait sur le sens du service public. Et un internaute nous dit, on entend beaucoup parler de sens du service public ou de sens de l'État. Comment savoir si c'est quelque chose que nous avons en nous? Alors ça, c'est une question qui est assez rigolote. Bon, moi, je ne pense pas qu'il y ait de recettes. Il n'y a pas ceux qui l'ont, ceux qui ne l'ont pas. Je pense que c'est une réflexion qu'on peut avoir avec soi-même. Est-ce qu'on a envie de se lever le matin et de servir son pays? Est-ce qu'on a envie de servir les autres? On peut avoir d'autres envies. On peut vouloir être un chercheur, on peut vouloir travailler dans un autre domaine. Donc on n'est pas obligé, c'est une liberté aussi. Mais je pense que ce qui réunit toutes les personnes qui viennent de parler, c'est à la fois une fierté, l'envie d'être utile, de travailler sur des sujets concrets. Tous vos métiers, à la fin, c'est concret. C'est très loin de la vision d'un service public qui serait que, vous voyez, dans l'écriture de papiers, de normes, de lois, de règles. Vous avez un métier aussi où vous voulez être en contact, beaucoup d'entre vous, avec à la fois notre vie quotidienne. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de recette, mais il y a la réflexion que chacun peut avoir. Est-ce qu'il a envie de servir tous les jours son pays, ses concitoyens? Et donc, si déjà vous vous posez la question, c'est peut-être le signe que ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup? Ou est-ce qu'on prend des questions qui viennent peut-être de ceux qui sont avec nous ici? Sur ce qui s'est dit, sur la fierté, le sens, ou des témoignages d'ailleurs de ceux qui ont accepté d'être avec nous. Alors, il y a bien d'autres questions, en attendant peut-être. Il y avait une question d'un lycéen en particulier qui nous dit « Nous, au lycée, on n'entend jamais parler de la fonction publique. On pense que c'est réservé à une élite. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça ?» Bon, d'abord, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on est en train de faire. Parce que moi, je pense que la meilleure façon de parler des métiers, c'est d'abord de donner la parole à ceux qui font ces métiers aujourd'hui. Le but, c'est pas juste de lire des guides, c'est pas juste de se renseigner dans des livres, c'est de rencontrer les hommes et les femmes qui servent notre pays tous les jours. Et donc je pense que ce lycéen, d'abord, on lui en a peut-être pas parlé, mais il voit des agents publics tous les jours.
dans beaucoup de moments de sa vie, il croise des agents publics. Donc peut-être un conseil que je peux lui donner, c'est de peut-être échanger avec les personnes qu'il croise pour qu'ils puissent se renseigner sur le métier qu'ils font. Après, on n'en entend pas parler, mais moi je voudrais qu'on en parle. Parce qu'on a un enjeu, je vous l'ai dit, majeur de recrutement d'hommes et de femmes qui veulent servir, parce que les générations succèdent, ceux qui ont travaillé 30 ans, 35 ans, 40 ans, partent à un moment donné à la retraite, il faut qu'on puisse renouveler, former, attirer. Et donc pour moi c'est essentiel qu'on puisse avoir des lieux simples d'information. Choisir le servicepublic.gouv.fr, ce sera un lieu où il y aura beaucoup d'informations, beaucoup de vidéos, beaucoup de témoignages, pour qu'on ait un accès simple. Je voudrais qu'on en parle aussi, évidemment, dans les universités. C'est pour ça qu'on a des classes talents qui sont maintenant dans les universités, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des études, vous avez parlé de biologie, de sciences de la vie, parler des métiers qui vont après, qui existent après, pour qu'on fasse le lien entre une formation et la manière de le mettre en œuvre. Et puis surtout, ce n'est pas du tout réservé à une élite. Il y a un peu plus de 5 millions d'agents publics. Et comme je disais, il y en a qui ont le bac, il y en a qui n'ont pas le bac, il y en a qui progressent au cours de la carrière. On a ce qu'on appelle la promotion interne. C'est qu'il y a beaucoup d'agents publics qui se forment tout au long de leur carrière. Et donc, on recrute tout le monde. Et on recrute d'autant plus tout le monde que, comme je vous l'ai dit, on aide aussi, notamment les élèves des classes populaires, à préparer les concours avec des classes talents, avec des bourses, pour sortir de l'idée que ce soit réservé à quelques-uns. En fait, depuis 1789, il y a un principe, c'est qu'on dit que l'emploi public est ouvert de manière égale à chacun selon ses seuls mérites et ses seuls talents. Depuis 1789. Donc on a un grand devoir de faire vivre aujourd'hui ces principes, cette méritocratie, vous en parliez, Mala. Et donc on s'y emploie, mais c'est pour ça qu'on a pris l'initiative de parler un peu différemment de nos métiers et surtout de faire parler ceux qui, aujourd'hui, ont ces métiers. Est-ce qu'il y a des questions? Des témoignages? Des réactions? Beaucoup de gens qui, pour l'instant, sont un peu timides. Alors, on va peut-être continuer. Alors, il y avait également une question qui était posée par un jeune étudiant, cette fois, qui nous disait qu'on est quand même dans un contexte où il y a beaucoup de chômage, beaucoup d'insécurité, et il nous demandait, il nous expliquait que les lycéens et les étudiants entendent beaucoup parler de chômage. Comment comptez-vous lutter contre la précarité étudiante, nous demande-t-il? Alors, il y a deux questions dans la question, si je la comprends bien. Il y a qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes étudiants? On ouvre nos portes pour de l'apprentissage, pour des stages, pour des recrutements. J'ai évidemment placé la fonction publique au cœur du dispositif Un jeune, une solution, pour qu'au cœur de cette crise, où peut-être les emplois étaient moins faciles à trouver, les stages étaient moins faciles à trouver, on ouvre nos portes massivement. C'est 43 000 stagiaires qui sont venus en 2021, c'est plus de 100 000 offres d'emploi aujourd'hui qui sont ouvertes à des gens qui veulent commencer leur carrière. Après, on essaye aussi, et ça c'est un engagement très fort, qu'on puisse avoir les moyens de préparer les concours, je l'ai dit, être accompagné. Et puis, on s'engage aussi à rémunérer en fonction de ses qualifications. C'est tout le sujet de nos perspectives salariales. On fait des métiers, évidemment, rémunérés en fonction de ses qualifications, de sa progression, de ses perspectives de carrière. Donc la fonction publique, c'est un lieu où si on passe un concours, on a aussi un emploi à vie. Donc c'est quand même un peu l'inverse de la précarité. Donc voilà, autant de réponses qu'on peut donner. Merci beaucoup. Il y avait encore une dernière question, mais qui est plus personnelle, puisqu'elle est liée à votre fonction. Il y avait un internaute qui se demandait ce que faisait exactement un ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Alors, ça c'est une question un peu différente, parce que on ne recrute pas effectivement des ministres de la fonction publique sur choisir le servicepublic.gouv.fr. Mais je peux vous parler effectivement de mon métier. Moi, je ne suis pas fonctionnaire. Donc c'est un métier aussi d'engagement pour moi. J'ai été élue, députée, et puis ensuite on m'a proposé de venir donc, occuper cette fonction. Au fond, un ministre, ça fait deux choses. D'abord, ça travaille beaucoup avec son administration, et avec les directeurs de la fonction publique, sur le service public, la qualité de ce qui est offert aux Français, la simplification, évidemment les enjeux du numérique. Et donc, une partie de ma journée, ça consiste à prendre des décisions pour que, entre les intentions qu'on a et la réalité, on essaie d'avancer chaque jour pour que les choses se transforment. C'est pour ça que ce ministère s'appelle le ministère de la Transformation. Après, le deuxième rôle d'un ministre, c'est de rencontrer. On rencontre énormément de monde. On rencontre des agents publics, beaucoup. Toutes les semaines, tous les vendredis, je suis dans un département différent. On rencontre des élus, on rencontre des citoyens, on rencontre des chefs d'entreprise, on rencontre finalement tous les Français qui ont des attentes sur le service public, sur la manière dont ça doit marcher, sur leur carrière,
Et donc c'est un métier à la fois où on écoute beaucoup ce que les Français, les députés, les élus nous disent, et puis on essaie de prendre des décisions et ensuite de faire avancer les choses. C'est un métier, moi, que je trouve passionnant, mais surtout qui a un vrai honneur. Parce que moi, je suis toujours frappée par l'engagement de ceux pour qui je suis engagée. Vos sourires, votre fierté, c'est pour moi le meilleur moteur, c'est comment on vous fidélise là où vous êtes et comment on recrute ceux qui viendront après. Donc ça, c'est peut-être pour moi les deux plus grandes missions. Voilà. Et nous sommes arrivés au terme donc, du coup, de notre premier temps d'échange. On va avoir l'occasion de vous présenter les témoignages de 3 nouveaux agents qui vont nous rejoindre. Et avant, eh bien, restez avec nous, on va vous montrer quelques portraits en vidéo d'agents publics. Super. Alors, j'ai pas voulu travailler au service de l'État spécifiquement, en fait, je voulais juste un travail qui a du sens. Alors c'est vrai qu'avant j'étais dans le conseil et je pense que j'avais plus de mal à trouver du sens à mes missions. Alors qu'en arrivant dans le public, on peut à la fois utiliser nos compétences tech tout en faisant des projets qui ont vraiment du sens et qui sont pour l'intérêt général. Moi, en sortant de mes études, en fait, j'ai été embauchée en tant que contractuelle à la PJJ. Maintenant, ça fait plusieurs années, ça doit faire 4-5 ans que j'y suis. Et c'est ça qui m'a donné envie de rentrer, c'est que tu faisais vraiment un boulot qui avait un vrai objectif, quoi. Un truc qui sert pour l'intérêt général, tu te lèves le matin, tu sais pourquoi. Je suis énormément dehors et c'est ça qui me plaît dans mon boulot. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est d'être en mer, l'intérêt général évidemment, parce qu'on ne fait pas que du contrôle, on ne fait pas que sanctionner, on va dire. On est là aussi pour aider les gens, pour faire du sauvetage ou pour le compte d'autres administrations, notamment l'environnement. Donc c'est une mission qui est moins connue, douanière. C'est important pour voir que la réglementation est bien respectée, que les pratiques de l'agriculteur respecte la réglementation et qui fait son travail dans de bonnes conditions, à la fois pour sa santé, pour la santé de l'environnement et la santé du consommateur. Moi, mon travail, c'est ma passion en fait. C'est à la fois je travaille pour préserver l'environnement et la biodiversité et permettre que cela soit possible avec les activités humaines. Donc voilà, c'est génial. Oui, ça me plaît. Alors, on reprend notre table ronde avec 3 agents publics qui ont, eux, des nouveaux métiers différents et qu'on va pouvoir explorer. Et là, le but, c'est aussi vraiment de mettre en lumière les différents parcours, les étapes, la manière dont on peut rejoindre le service public à tout moment de sa vie et de bien montrer que ce n'est pas réservé à ceux qui auraient peut-être choisi, dès leur plus jeune âge, de devenir agent public, bien le contraire. Alors, on commence avec Dylan. Dylan, je crois que vous travaillez au ministère des Armées. Exactement, tout à fait. Que vous travaillez sur les métiers du numérique, oui. Et que vous avez un parcours formidable. Donc ça fait quand même plein de choses. Je vais essayer de vous présenter ça très brièvement. Donc, je m'appelle Dylan Doré, donc j'ai 26 ans. J'ai commencé comme apprenti sur un Master 1, Master 2 en ressources humaines, en lien avec l'Université d'Evry. Et à l'issue de cet apprentissage-là, j'ai eu l'opportunité d'être recruté comme agent sous contrat, donc de niveau 1, ce qui équivaut à catégorie A, pour prendre la tête de la section recrutement afin de manager 5 personnes et organiser le recrutement numérique du ministère des Armées sur toute la France. Donc si je résume, vous êtes arrivé comme apprenti, vous avez bien réussi votre apprentissage, vous avez été ensuite recruté pour recruter d'autres. C'est ça. Pas que des apprentis. Pas uniquement des apprentis, alors principalement tourné sur le personnel civil, c'est-à-dire des personnels fonctionnaires, contractuels, comme moi, des apprentis et des stagiaires. La partie militaire est gérée par les armées directement. Et donc vous recrutez sur les métiers du numérique. Ça aussi, c'est un sujet qui attire beaucoup de jeunes, qui pensent d'ailleurs que le numérique, ça se fait ailleurs que dans l'État, ce qui n'est pas tout à fait le cas, même pas du tout le cas. Exactement. Quels sont les profils que vous attirez, comment vous faites pour aussi présenter des métiers un peu nouveaux? Alors, pour commencer, au sein du ministère des Armées, on a plusieurs employeurs. Et l'employeur dans lequel je suis, c'est la DIRESI, qui est la Direction informatique et télécommunications du ministère des Armées. Grosso modo, on a 7000 personnes sur toute la France et on offre l'opportunité de nous rejoindre grâce à de l'apprentissage et à des stages. On va les rencontrer dans les écoles. Je prends l'exemple du lycéen. On va dans différents lycées pour rencontrer des jeunes en BTS, en système d'information et d'organisation, pour leur proposer ce type de contrat-là. Durant ces formations en apprentissage, on va les former, les suivre sur 1, 2, voire 3 ans.
et à l'issue, leur proposer différents types de contrats. Ça peut être, ils peuvent commencer comme développeurs, techniciens, système réseau, administrateurs en réseau ou en système, et finir comme chef de projet, voire ingénieur cybersécurité aujourd'hui. Est-ce que vous imaginiez depuis longtemps travailler dans la fonction publique? Oui. Alors j'ai que des gens qui ont des vocations profondes. C'est ça. On va dire que c'est... Alors moi, mon grand-père et mon père sont militaires. Ma mère était soignante, donc voilà, je baigne dans cet environnement-là depuis tout petit, avec une vocation très militaire. Je suis aujourd'hui officier de réserve aussi au sein du COMSIC. Donc voilà, c'est quelque chose qui... ça a beaucoup de sens pour moi, travailler pour les armées notamment. Et le fait de pouvoir le transmettre à des jeunes qui ont envie de s'engager, soit comme militaire ou de rejoindre les armées via soit un concours ou un contrat d'agent sous contrat, d'apprenti ou de stage, c'est une vraie fierté derrière pour moi. Et donc vous saviez quand vous avez commencé votre master que vous vouliez faire de l'apprentissage dans la fonction publique? Pas du tout. Ah, là il y a quand même une surprise. Oui, une grande surprise. Pourquoi? Si vous voulez, j'ai commencé mon aventure au sein de la DIRSI, je peux appeler comme ça, grâce à une vacation, un job d'été en fait, tout clairement, tout simplement. Et à l'époque, l'ancienne DRH m'a proposé en fait de rejoindre son équipe comme apprenti. Et en 2016, alors c'est là où j'ai été recruté comme apprenti, c'est là où l'apprentissage a commencé à se faire connaître au sein de la fonction publique. Et donc je remercie ce dispositif-là aujourd'hui qui me permet d'être aujourd'hui présent à vos côtés. Et depuis qu'il s'est beaucoup accéléré, puisque depuis 2016, on a quasiment multiplié par 5 le nombre d'apprentis, on l'a multiplié par 2 depuis 5 ans. Et donc c'est vraiment une voie que moi je voulais aussi valoriser. Sur choisir le service public.gouv.fr, il y aura toutes les offres d'apprentissage. Et le but, c'est qu'il y en ait de plus en plus. Parce qu'on voit que c'est quand même une voie de formation qui permet d'avoir le début d'un salaire, de se former aussi à la pratique. Donc c'est une voie d'excellence, mais c'est aussi une voie où justement on se professionnalise en même temps qu'on se forme. Tout à fait. Et surtout, alors si je peux rajouter aussi en complément, dans un milieu qui est aussi opérationnel comme les armées, c'est une vraie chance. De pouvoir travailler avec des militaires, des civils, un peu partout, aux quatre coins de la France, dans le milieu de l'informatique, toucher au data center assez sécurisé, à faire de l'ingénierie en cybersécurité, protéger, on va dire, les installations de la France au niveau militaire, c'est quand même une vraie chance que de le faire avec nous au sein de la fonction publique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rend particulièrement fier ou quelque chose dont vous êtes... vous voudriez nous parler comme peut-être quelque chose de surprenant, une anecdote ou un moment où vous vous êtes dit là, je suis à ma place? Alors, j'ai envie de dire, c'est au quotidien. J'aime vouloir me sentir utile, si je peux me le permettre, dans mes actions au quotidien, c'est-à-dire pouvoir réaliser ma passion au quotidien, donc le numérique, allier le numérique et les armées, et pouvoir donner cette chance aux jeunes ou à des personnes beaucoup plus expérimentées à nous rejoindre. Donc je suis quelqu'un de contact dans les relations. En fait, j'aime bien discuter, échanger, donner cette opportunité. Et clairement, moi aujourd'hui, quand je vais rencontrer des jeunes dans une école ou des personnes dans des salons, des forums emploi, ça me fait vraiment très plaisir d'échanger avec ces personnes. Est-ce que vous avez un message à passer du coup à ceux qui nous regardent, même si vous êtes déjà bien habitués à recruter? J'ai envie de dire, comme je le dis tout le temps, c'est une chance. Et le réflexe fonction publique, ministère des Armées aussi, je fais ma promo, j'en profite. Et voilà. Pour ceux qui sont dans le numérique, n'oubliez pas, vous avez aussi une possibilité de pouvoir faire une carrière. On n'y pense pas, mais que ce soit comme contractuel, comme fonctionnaire aussi. On offre aussi des concours de la fonction publique comme informaticien. Donc voilà, n'hésitez pas et vous vivrez des choses que vous ne vivrez pas forcément, je pense, dans le secteur privé. Alors moi, je vais faire la pub de manière encore plus large. On a métier.numérique.gouv.fr qui sera évidemment sur choisir le service public.gouv.fr, qui sont toutes les possibilités, tous les postes, les apprentissages, les stages dans le domaine du numérique au ministère des Armées, mais pas que. Mais pas que. Parce qu'il y a beaucoup d'autres ministères où on recrute des personnes qui veulent s'engager, au ministère de la Santé par exemple, au ministère évidemment de la Justice. Bref, partout on a besoin aujourd'hui de gens qui veulent s'engager, notamment sur la simplification, la qualité des démarches. Je crois que certains d'entre vous d'ailleurs qui sont avec nous aujourd'hui ont ces métiers-là. On vous fera peut-être laissera la parole après. Mais donc merci beaucoup. Alors là, je vais me tourner vers un autre type de parcours. C'est vous, Ludovic. Alors vous êtes en classe prépa. Oui, je suis en classe talent à l'IRA de Metz. Alors racontez-nous un peu, qu'est-ce que vous faisiez avant, comment ça marche,
Oh, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de faire ça de manière simple. En fait, déjà, une chose importante, c'est que je viens d'un milieu populaire et, on va dire, d'un petit département rural, la Meuse, où j'avais assez peu de contact avec le service public et pourtant, au fur et à mesure de mes études, ça m'a toujours intéressé. Mais je n'arrivais pas à placer sans doute de mots là-dessus. J'avais envie d'être utile, j'avais envie de servir les autres, mais je ne savais pas trop comment. Moi, pour la peine, et c'est pas un problème, hein, je n'avais pas une famille de fonctionnaires. Donc du coup, je ne connaissais pas trop bien. Je suis allé à l'université où j'ai eu la chance de faire des études assez longues. Hein. J'ai soutenu un doctorat il y a 2 ans. Et, en quelle matière? En histoire. En histoire. En histoire antique, pour être tout à fait précis. Et il est vrai que tout au long de mes études, je me suis engagé dans la vie associative, je me suis engagé à l'université pour essayer d'améliorer la vie des autres, la vie des autres étudiants en tout cas, et aussi de pouvoir travailler à ce que ça fonctionne mieux. Alors, j'ai aussi effectué comme contractuel quelques missions dans le domaine de la recherche. J'ai aussi enseigné, puisque avec un diplôme d'histoire, souvent, c'est ce qui se passe. Et avec le Covid, il y a eu un moment un peu pas de doute, mais du moins un peu de blanc, où je ne savais pas trop ce qui allait se passer. Et en faisant un peu un point sur ma vie, je me suis rendu compte que servir les autres, servir l'État, c'était vraiment quelque chose qui me parlait et pour lequel j'avais une vocation, mais je n'avais jamais posé les mots dessus. Et le hasard a bien fait les choses, puisqu'en fait, très rapidement, j'ai entendu parler des classes talents, qui étaient préparées à l'Institut régional d'administration de Metz. Et j'y suis entré un peu sans savoir si c'était vraiment pour moi. Et il s'avère que c'est effectivement, alors pas que pour moi, c'est pour plein de publics différents, mais c'est notamment pour moi. Et donc là, vous préparez les concours donc, des instituts régionaux d'administration. Est-ce que vous préparez d'autres concours? Alors oui, le dispositif Classe Talent à l'IRA de Metz nous permet de préparer 4 concours. Donc les concours des IRA, bien évidemment, les concours de l'ENFIP, donc l'École nationale des finances publiques. D'ailleurs, c'est en visitant une de leurs écoles que j'ai eu l'envie de passer ce concours, parce qu'on nous a présenté les métiers, on a fait un peu sauter les clichés sur le contrôleur des impôts. Mais je salue aussi mes collègues qui ce matin étaient à l'école des douanes, justement, donc, qui visitaient l'école des douanes. Et on prépare aussi le concours du CNFPT, donc la fonction publique territoriale. Et alors peut-être les IRA, expliquer à quel métier ça destine. Parce que ceux qui nous regardent, je pense qu'ils ne connaissent pas tous les acronymes de la fonction publique. Tout à fait. Alors, ça, je vais être bien embêté parce que les IRA, c'est le corps des attachés. Donc, il y a tellement de métiers différents en fait, dans le corps des attachés. Vous pouvez être dans un ministère, vous pouvez être dans une administration déconcentrée, dans une préfecture, vous pouvez être responsable du personnel dans un collège, dans un lycée. En fait, il y a autant de métiers que d'administration et s'il s'agit surtout d'être cadre et d'être là pour faire fonctionner le service public et s'assurer que tout fonctionne bien. Vous parliez d'égalité, de neutralité, de continuité. C'est la mission principale des attachés. Alors, quand vous retournez chez vous, donc dans la Meuse, quand vous dites aujourd'hui à votre famille, à vos proches que vous préparez un concours de la fonction publique, qu'est-ce qu'ils vous disent ou comment vous leur en parlez? Est-ce qu'ils vous disent « Ah ben voilà, tu as trouvé ta voie » Est-ce qu'ils ont des questions? Ils n'ont pas véritablement de questions parce que en fait, je leur explique que c'est ce que j'ai toujours voulu faire, en fait, sans pouvoir, encore une fois, placer des mots à l'origine. Mais je pense que ça ne choque pas véritablement ma famille de me voir dans cette situation. Et ils m'encouragent, je pense. Alors, eux aussi découvrent la fonction publique, du coup. Alors, ils connaissent bien évidemment, ils ont des contacts avec des agents publics. Mais ils apprennent à découvrir aussi un peu l'envers du décor, peut-être à déconstruire des clichés qu'on a sur les fonctionnaires. En tout cas, merci. Là aussi, est-ce que vous avez un message pour vos amis de la Meuse, mais pas que? Alors, un message pour tout le monde. Hein. Déjà, je pense qu'il faut... on parle beaucoup aujourd'hui de quête de sens dans le travail, de trouver sa voie. Et je trouve que justement, en fait, la fonction publique, c'est ça aussi. C'est l'idée de... Moi, j'ai trouvé la mienne avec le temps, mais c'est l'idée de servir les autres, de se sentir utile. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et sur les classes talents en particulier... il y a quand même quelque chose qui est important à dire, c'est qu'il y a des résultats déjà. Donc les classes talents de l'IRA de Metz ont démarré en septembre. On a déjà 11 reçus au concours des IRA. Nous serons 11 à passer l'oral de l'ENFIP donc au mois de mars. Il y a une compensation financière. Il y a les équipes de l'IRA de Metz que je salue qui sont très disponibles et toujours à 100% pour nous aider. C'est un véritable accompagnement vers la réussite au concours et vers la découverte du métier de fonctionnaire. Donc, et vous avez aussi un tuteur? Oui, j'ai aussi un tuteur. Ça c'est aussi intéressant parce que on s'est rendu compte que pour passer les concours, il y a ce qu'on apprend dans les livres. Et puis, il y a peut-être, comme vous dites, des clichés, parfois de l'autocensure. Donc là, vous avez quelqu'un qui vous accompagne sur ce plan-là? Tout à fait. Alors, c'est un ancien élève de l'IRA, c'est un élève de l'IRA qui vient de sortir de la dernière promotion, qui m'a parlé de quel était son parcours à lui, très différent, puisque lui venait du privé pour la peine.
mais comment il a vécu son parcours, comment il a vécu sa scolarité, comment il a vécu l'oral, comment il a vécu les écrits. Enfin, on se donne beaucoup de nouvelles et aussi beaucoup d'astuces. Bon, voilà, donc vous voyez, les classes talents, c'est une bourse. C'est une bourse aussi. C'est un tuteur, un diplôme et, pour ceux qui ont des enjeux de logement, une facilité de logement. Et donc, c'est tout ce qu'il faut pour être dans de bonnes conditions pour préparer ces concours qui sont, comme vous dites, on les réussit. C'est pas inatteignable du tout. Non, pas du tout. Mais c'est aussi un vecteur de recrutement, de progression et donc de méritocratie. Et ce, même quand on n'a pas fait des études de droit administratif ou de droit public. Voilà, et vous avez fait de l'histoire, mais ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de Français jeunes qui se disent, voilà, moi je suis engagé dans une voie, j'ai envie de servir mon pays. Est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Tout à fait. Et dans les classes talents, d'ailleurs, on a quand même beaucoup, on a des gens de toute origine qui ont travaillé dans le privé, qui ont fait d'autres études que des études de droit, des études de sciences, des études, plein de choses, vraiment plein de publics différents. Merci beaucoup. Moi. Alors, troisième expérience, alors là, c'est encore une autre manière de nous rejoindre. Je crois, chère Sophie, que vous avez travaillé dans le privé, que vous avez même travaillé dans la publicité, dans un cabinet d'avocats. Alors aujourd'hui, parlez-nous de votre métier. Alors aujourd'hui, je suis DRH et directrice générale adjointe d'un hôpital à Paris, qui s'appelle l'Hôpital National des 15-20, qui est un hôpital spécialisé en ophtalmologie. Donc, vous voulez savoir ce que je fais au quotidien? Peut-être, et puis savoir à quel moment vous avez eu le déclic. À quel moment? Donc, avant, on revient avant. Donc, effectivement, je travaillais dans la communication, pour être tout à fait exact. J'ai fait d'abord une école de commerce et puis, au bout de 4 ans dans la communication, j'avais un peu perdu le sens de l'action et j'ai eu la chance d'être recrutée dans un cabinet d'avocats où je faisais du droit des étrangers, donc avec un vrai engagement sur le sens que je recherchais. Bon, j'ai eu malheureusement et très heureusement, enfin malheureusement professionnellement et heureusement personnellement, 2 enfants. J'ai enchaîné 2 grossesses et le passage du barreau a été un peu compliqué. Donc, je me suis réorientée vers les concours de la fonction publique. Et là, je pense que c'est un point essentiel de la conciliation vie personnelle et vie professionnelle. La fonction publique permet de concilier les deux. Et ça m'a permis donc ensuite de réussir ce concours et d'être à l'école. Et ensuite, de prendre mon poste. Donc, vous avez passé le concours pour être directeur d'hôpital. Tout à fait. À l'école de Rennes, des hautes études en santé publique à Rennes. C'est un concours qui recrute des personnes qui ont une autre expérience. Vous avez passé du coup le 3e concours, j'imagine, c'est ça? Le concours externe. D'accord. Donc comme quoi c'est possible. Donc vous avez passé tout le concours externe. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez dans votre métier? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? Je me sens complètement à ma place, complètement légitime. Alors, bon, je dois dire que mon père était directeur d'hôpital. Donc j'ai grandi à l'hôpital. Voilà, c'est quand même le petit point très, très important. C'est vrai que j'ai grandi à l'hôpital, je connaissais les médecins, je connaissais les directeurs d'hôpital. Et je me sens parfaitement à ma place, parfaitement à l'aise. Et c'est un métier qui est très intéressant parce que directeur d'hôpital, on peut à la fois être directeur des finances, directeur de la recherche et de l'innovation, DRH, directeur des travaux, directeur des services économiques. Donc ça donne un panel en fait de métiers tout à fait enrichissant et en fonction de ses appétences personnelles. Et vous aussi, du coup, vous avez la possibilité de vous projeter, de travailler dans d'autres environnements, dans d'autres lieux en France, d'avoir de la mobilité? Alors, c'est un concours qui est national, donc on peut travailler en France entière, on peut travailler dans un hôpital, dans ce qu'on appelle un ESPIC, donc des établissements qui participent au service public. On peut repartir aussi dans le privé, dans des cliniques privées, on peut aller dans les agences régionales de santé, on peut aller au ministère, on peut aller dans des fédérations. Enfin voilà, il y a tout un panel ensuite de possibles qu'offre ce métier. Ça, c'est très important à nouveau parce que beaucoup imaginent que quand on passe un concours, on a un métier toute sa vie le même. Et qu'au fond, dans le secteur privé, on aurait de la liberté et dans le secteur public, on serait contraint. Ce que vous dites très bien dans votre domaine, c'est que si vous avez devant vous encore plein de possibilités, vous pouvez rester un certain nombre d'années dans votre poste, mais vous pouvez aussi vous projeter sur d'autres choses. Est-ce que vous avez déjà des projets où là vous êtes tellement dans vos fonctions que vous êtes au 15-20 à fond, j'imagine? À fond, oui, parce qu'on a été quand même un petit peu au cœur de la tourmente pendant 2 ans.
L'après, on est plutôt en tant que DRH sur des fonctions soit de chef d'établissement, soit une mobilité dans une autre direction fonctionnelle ou encore la DRH. Moi, je sais que ça fait des années que je fais de la DRH et que j'ai un peu de mal à sortir de ce métier que j'adore. Ici, on est un peu le ministère des DRH de la fonction publique, donc vous êtes à un bon endroit. Oui, tout à fait. À nouveau, qu'est-ce qui s'est passé dans votre entourage quand vous avez expliqué que vous alliez passer un concours de la fonction publique? Parce que vous aviez déjà une carrière derrière vous, vous aviez déjà des enfants. Quelle était la réaction et qu'est-ce que vous avez à nous en dire? Alors pour tout dire, mon père m'avait dit écoute, tu peux passer le concours de directeur d'hôpital que tu n'auras pas. Donc voilà, je lui ai démontré que je pouvais. C'est un peu lui qui m'a donné en fait l'envie de travailler à l'hôpital. Donc c'est vraiment une histoire personnelle. Maintenant, quand j'en parle, il est très fier. Je suis très fière aussi. On est vraiment très fiers tous les deux de ce parcours qui n'a pas été évident, parce que c'est vrai que quand on passe des concours et qu'on n'est pas issu de la filière Sciences Po, la culture générale par exemple, j'ai repris, j'ai commencé avec 3 en culture générale en préparation et j'ai fini au concours avec 16 en culture générale. Donc c'est possible et je me suis préparée 3 mois. Donc je le dis parce que c'est vrai que ça paraît très difficile et en réalité, une fois qu'on est dedans et qu'on a compris les attendus, tout est possible. Merci beaucoup. Est-ce que vous aussi, vous avez un message ? Beaucoup pour les infirmières, les aides-soignantes, les médecins aussi. On a beaucoup vous n'êtes pas sans le savoir, de difficultés de recrutement à l'hôpital. Je pense que cette crise a créé une crise des vocations pour l'hôpital public. On travaille à une communication à destination des professionnels, mais c'est un métier qui a du sens en fait. Tous les jours, on a des patients qui viennent, qui passent la porte de l'hôpital avec des besoins, un besoin de prise en charge, des difficultés personnelles aussi. Et c'est un métier qui a du sens, mais un sens profond, un sens humain. Donc, rejoignez-nous. Voilà, donc vous êtes porte-parole de choisir le service public.gouv.fr, vous aussi dans vos fonctions de recrutement. Exactement. Alors, je crois qu'on a aussi des questions qui nous sont parvenues. On a beaucoup de réactions en ligne, beaucoup de réactions à propos de Ludovic, mais également la récente à celle de Sophie, où en fait les internautes nous interrogent sur où est-ce qu'on peut trouver de l'information sur les concours et quelles sont les possibilités qui existent pour se faire accompagner. Alors, où est-ce qu'on peut trouver l'information ? À partir de maintenant, sur choisirleservicepublic.gouv.fr, où vous aurez l'ensemble à la fois des types de concours, des types de métiers, de la préparation qu'on peut recevoir, la manière d'être accompagné. Donc si on veut s'inscrire dans ces classes préparatoires talents, si on est en reconversion professionnelle, si on est soi-même boursier, comprendre vraiment comment ça se passe, à quoi ça destine et très concrètement comment on peut s'inscrire. Il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs qui me disent voilà, j'ai passé une fois le concours pour voir un peu à quoi ça ressemblait. On a le droit de s'inscrire plusieurs fois, voire autant de fois qu'on veut. Il n'y a pas de limite là aussi pour pas qu'il y ait d'autocensure. Et donc on peut très bien aussi le passer une fois, comprendre quels sont les attendus. Il n'y a pas de sanction de l'échec. Ça, je le dis très fortement. Il n'y a pas besoin de se poser beaucoup de questions avant de se lancer. Et puis, si on a travaillé avant même de le passer, voilà, on peut le réussir. Et ça, je crois que c'est le premier message, évidemment. Donc, choisir le servicepublic.gouv.fr, c'est vraiment l'endroit où on peut désormais se renseigner de manière simple pour que toutes les informations soient mises au même endroit et que chacun ait bien tout sous la main. Après, comment on peut être accompagné ? Soit on est à l'université, et il y a déjà beaucoup de programmes qui préparent au concours, ce qu'on appelle les IPAG ou les CEPAG, après la licence. Soit on peut se renseigner sur les classes talents, donc 74 aujourd'hui, partout en France, 1700 places ouvertes pour préparer des concours de catégorie B, de catégorie A, donc aussi beaucoup de métiers différents. Ça prépare au commissaire de police, au métier de directeur d'administration pénitentiaire, au métier de magistrat, au métier d'attaché, au métier des finances publiques, au métier pour devenir un futur préfet, au métier de la douane, bref, au métier évidemment de gendarme aussi. Donc il y en a dans tous les domaines. Ces classes, elles sont ouvertes, elles recrutent sur dossier, sur motivation, avant de regarder les notes. Elles regardent déjà quand même le projet professionnel, la motivation, l'engagement. Et ensuite, l'accompagnement, il peut aussi être financier quand on est boursier, pour qu'il n'y ait pas de contraintes financières, matérielles,
pour l'engagement. Donc tout ça, c'est sur choisirleservicepublic.gouv.fr. Alors, on a eu également beaucoup de questions sur le numérique qui ont peut-être précédé les propos de Dylan, pour le coup. Mais on a en particulier un internaute qui se demande si la fonction publique n'est pas parfois un petit peu détachée du numérique et nous demande si on peut travailler dans le numérique, ou plus particulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, 100 fois oui, hein, on n'est pas du tout détaché. Au contraire, justement, on essaye, que ce soit dans la santé, dans les armées, dans la justice, dans l'environnement. Aujourd'hui, on déploie énormément d'outils nouveaux, novateurs. La crise sanitaire, d'ailleurs, nous a beaucoup encouragés à tester aussi des nouvelles organisations. Peut-être qu'il y a dans l'assistance, je me tourne parce que je crois qu'il y a un certain nombre de jeunes ou moins jeunes qui nous ont rejoints, notamment dans des métiers du numérique. Si l'un d'entre vous, peut-être par là, je ne sais pas par où il faut que je me tourne, avait envie de témoigner de son engagement, ce serait peut-être très intéressant d'ajouter une voix. Les commandos, comme on dit, UX, qui travaillent sur l'expérience utilisateur. Oui, alors on a une volontaire. Bonjour. Donc oui, effectivement, moi je suis designer et j'ai rejoint le commando UX en septembre dernier. J'ai pris le relais d'un précédent designer qui avait travaillé sur le projet Place de l'emploi public, qui référence toutes les offres de la fonction publique et qui fait partie en fait des 250 démarches de l'administration publique en ligne. Donc celle-ci, c'est postuler un emploi public. Et donc le but de ce commando, c'est de venir améliorer toutes ces démarches en ligne. Et donc il n'y a pas que des designers, il y a aussi des développeurs experts en accessibilité qui travaillent sur ces démarches. Et moi, je suis arrivée aussi dans le domaine du numérique, donc pour travailler pour la fonction publique par le biais du programme Entrepreneurs d'intérêt général, donc qui est également une autre porte d'entrée pour travailler dans le numérique aussi. Et voilà. Tout ça, c'est sur à la fois métier.numérique.gouv.fr pour vraiment ceux d'entre vous qui sont intéressés par les métiers du numérique, et ce sera l'intégralité de ce qu'on vient de se dire sur choisirleservicepublic.gouv.fr. Évidemment, aussi, on cherche des hommes et des femmes qui ont envie de s'engager, notamment sur l'intelligence artificielle au service de nos politiques publiques. Je vous donne un exemple. Dans l'environnement, aujourd'hui, les contrôleurs de la qualité de l'eau ne font plus des contrôles totalement par hasard. Ils font, aidés par des outils d'intelligence artificielle, des contrôles beaucoup plus ciblés. Mais en fait, ils trouvent beaucoup plus du coup de situations où il y a un problème de qualité de l'eau parce qu'ils sont aidés par des outils numériques qui regardent les sources de pollution, la météo, un certain nombre de facteurs qui sont très compliqués pour les humains à penser de manière, j'allais dire, naturelle, mais qui, grâce aux ordinateurs, à l'intelligence artificielle et au calcul, du coup, bien augmenté par la puissance de l'ordinateur, on y arrive mieux. Et donc, c'est le service public qui est augmenté par le numérique. Est-ce que, Dylan, vous avez des exemples de missions très innovantes? Alors, pas secret défense, hein, non. Mais de choses que vous faites aux armées. Alors oui, on a une fabrique numérique, qui est une équivalence de start-up d'État, où on a notamment... Alors, nous, au sein du ministère des Armées, on a aussi des grands problèmes de recrutement, et on a créé une plateforme qui s'appelle Civils de la Défense, pour le recrutement des civils. On a également créé une application qui s'appelle Anaïs, si je me trompe pas. Tout ça sera sur Choisir le service public. Donc, comme tout à fait, ça va se migrer après via des API, il n'y a pas de problème. Donc on a une autre application aussi qui permet de réguler le trafic aérien, qui soit militaire et civil. Ça va permettre notamment à l'armée de l'air et de l'espace de pouvoir, en temps réel, regarder l'ensemble du trafic aérien au niveau national pour pouvoir déclencher une intervention ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, parce que c'est des bons exemples. Des propositions d'intervention également dans la salle. Oui. Alors, je vous laisse vous présenter. Bonsoir Madame la Ministre, bonsoir à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Pierre Bastard, je suis ingénieur fonctionnaire pour la Direction Générale de l'Aviation Civile. Je voulais rebondir sur une question de la première séquence quand on vous a interrogé sur la recherche de sens. Parce que dans votre réponse, vous avez indiqué, Madame la Ministre, que finalement, il y avait d'autres métiers que la fonction publique et qu'il était légitime de ne pas forcément avoir le sens du service public. On pouvait avoir d'autres opportunités. Mais néanmoins, même si on n'a pas cette conviction qu'on a le sens du service public, on peut très bien rejoindre la fonction publique. Parce qu'au-delà du sens, il y a aussi des opportunités professionnelles intéressantes.
Et l'ensemble de mes collègues ont indiqué qu'ils recherchaient du sens, mais je suis aussi convaincu qu'ils ont recherché des belles opportunités de carrière et professionnelles, et qu'il faut aussi mettre cela en avant. Évidemment, c'est du sens et c'est la possibilité de se développer, de découvrir de nouveaux métiers, de pouvoir aussi, pas forcément faire toute sa vie dans la fonction publique. Il y a des gens qui vont avoir des carrières, voilà, on peut travailler un temps d'un côté, un temps de l'autre. Il n'y a pas aujourd'hui de barrière infranchissable. Alors, on a évidemment des règles de déontologie très strictes pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, mais il y a beaucoup de situations où ça ne pose pas de difficulté. Et donc vous avez tout à fait raison. Il y a le sens. C'est peut-être, je veux dire, une petite goutte de plus d'intérêt. Au-delà, évidemment, le fait que c'est d'abord un métier, quelque chose qui occupe de manière, je crois, utile, voilà, une carrière professionnelle avec de la liberté. Moi, je crois qu'il y a vraiment un mot qu'il faut qu'on mette dans nos têtes. La fonction publique, le service public, c'est aussi de la liberté. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de schéma préétabli. On n'est pas obligé de faire comme ceux qui faisaient ça avant. Et d'ailleurs, vos parcours le montrent. Je crois que personne dans vos fonctions n'a exactement tout à fait la même vie. Et c'est ça aussi qui fait la richesse des environnements. C'est que dans les équipes, il y a des gens très différents qui font à un moment donné le même métier, mais qui iront faire des choses après différentes. Merci beaucoup. Et s'il y a d'autres témoignages, d'autres questions, tous ceux qui sont venus participer, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, des choses qui vous ont... Oui, alors très bien. Alors, il y avait Madame au fond. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur les primo-entrants, puisque quand justement, une fois qu'on a osé pousser cette porte par un concours ou parce qu'on a signé un contrat, comment ça se passe pour mieux comprendre tous ces codes de la fonction publique? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Alors, c'est peut-être une question pour vous, mais pour Sophie et Ludovic aussi, est-ce que vous avez mis des choses en place au niveau RH pour accompagner tous ces gens qui entrent dans la fonction publique pour la première fois? Alors, je vais vous répondre. Ça m'intéresse de savoir quel est votre parcours. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis chef de projet pilotage et innovation à la mairie de Clamart, donc dans la territoriale. Et justement, j'ai commencé dans la fonction publique il y a 1 an et demi. Et je trouve que c'est intéressant de se poser cette question des primo-entrants parce que je suis contractuelle. Et c'est tout un monde qu'on découvre et on n'a pas toujours forcément les codes. Donc comment faire pour mieux les maîtriser, quoi? Alors ça, c'est un vrai sujet. En fait, au fond, c'est un peu la formation continue. C'est qu'il y a... ce qu'on fait avant le concours, il y a le concours lui-même, il y a l'année d'école ou de formation sur le terrain. Ça, c'est souvent ce qui se passe après une école de service public. Après, il y a des gens qui nous rejoignent après un apprentissage ou par un contrat. Ça, c'est encore, je dois le dire, un domaine où on a des choses formidables qui se font à certains endroits, des choses plus basiques qui se font à d'autres. Et mon ambition, c'est que partout, j'allais dire, on accompagne vraiment ceux qui nous rejoignent pour leur donner toutes les clés du succès. Qui ne soient pas mis en face de situations parfois difficiles à gérer, parfois très nouvelles. Après, ça passe, à mon avis, moins par des choses que mon ministère, vous voyez, depuis Paris, va inventer, mais vraiment dans chaque équipe, des vraies questions d'organisation, de terrain, et qu'on crée dans les équipes où il y a un nouveau, bien l'environnement de confiance, d'échange, pour que chacun se sente bien et puisse continuer. Mais évidemment, ça c'est encore la formation continue plus généralement. C'est vraiment quelque chose sur lequel on investit dans le cadre aussi de notre réforme de la haute fonction publique pour les cadres, mais pas que. On a également pris des mesures très fortes sur l'accompagnement des moins diplômés pour que la fonction publique soit aussi, par la formation continue, un moyen d'accéder à des qualifications si on n'a pas eu la chance d'être qualifié quand on était plus jeune, pour permettre une évolution pour tout le monde. Moi, je crois vraiment à cette vision un peu méritocratique. On parlait d'ascenseur républicain. Beaucoup d'entre vous disent déjà font changer de métier dans la fonction publique. Et ça, moi, je veux vraiment qu'on puisse aller encore plus loin. Merci. Je crois qu'il y avait devant vous aussi une autre remarque ou question. Au premier rang, monsieur. Oui, bonjour Madame la Ministre. J'avais une question à vous poser par rapport à la question de l'attractivité de la fonction publique dans les territoires pour les jeunes. Et quand je dis les jeunes, évidemment, je ne m'engage pas sur un quelconque âge, mais je vous dis ça par rapport à mon expérience personnelle, puisque je suis actuellement étudiant au sein de la classe préparatoire talent de l'Institut national de service public qui est intégré. Et j'ai eu l'occasion de faire un stage en préfecture, au sein de la préfecture de l'Indre, donc un territoire plutôt rural. Et à cette occasion, j'avais eu proposition de travailler sur un dossier qui était piloté par le Fonds d'innovation des ressources humaines, donc par votre ministère, qui portait sur la création d'un club RH entre les 3 fonctions publiques pour faciliter l'attractivité du territoire de l'Indre
pour les fonctionnaires. Et justement, ce qui a été constaté, c'est qu'il y avait à la fois un problème pour attirer sur ces territoires des jeunes fonctionnaires et pour les fidéliser. Et pour plusieurs raisons, et ça touchait à la fois les trois fonctions publiques, donc l'hospitalière, la territoriale, mais également l'État, et également que ce soit les contractuels comme les personnes qui ont réussi les concours. Et donc ça pose évidemment un gros problème de matière du service public, et puis évidemment un problème d'attractivité de ces territoires. Donc ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces territoires soient plus attractifs et pour que les jeunes aient envie d'y rester et que ce soit plus simple, notamment pour concilier une vie professionnelle et une vie personnelle qui soit plus épanouie lorsque vous avez, par exemple, des difficultés à attirer vos conjoints ou à trouver sur votre territoire, ou pour concilier une mobilité dans ces territoires. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. D'abord, on a besoin d'agents publics partout en France. Ça, c'est important parce que, on disait, est-ce que c'est réservé à certains ? J'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit, oui, non, mais ça, c'est pour ceux qui habitent en région parisienne. Heureusement que non. Parce qu'on a besoin d'infirmières partout dans le pays, on a besoin de directeurs de collège partout dans le pays, on a besoin, sur les enjeux de protection de nos infrastructures de défense, on en a besoin partout dans le pays. Donc la première chose, c'est d'abord, on a besoin d'agents partout dans le pays, et donc on a aussi tout à fait la possibilité de recruter des jeunes et des moins jeunes de tous les territoires. Ça, c'est vraiment essentiel, parce que sinon, là aussi, on a une vision décalée. C'est pour ça que d'ailleurs, les classes talents sont, pour beaucoup d'entre elles, d'ailleurs l'immense majorité, toutes les classes talents sont hors de Paris. Elles sont à Évry, à Cergy-Pontoise, mais elles sont aussi à Tarbes, à Douai, à Valenciennes, à Limoges, à Brest. Elles ne sont pas en région parisienne, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur le début de carrière, notamment pour que les cadres, un certain nombre de fonctionnaires, commencent leur carrière dans des territoires où on a besoin d'eux, mais surtout les Français ont besoin d'eux. Et qu'on sort d'une vision, on a l'impression que toutes les carrières doivent commencer à Paris, pour qu'ensuite on ait, entre guillemets, le droit de retourner dans son territoire. Ça me paraît être une vision pas du tout adaptée à notre époque. Et la troisième chose, c'est qu'effectivement, vous avez parlé de vie personnelle, vie familiale. Moi, j'ai signé une convention avec à la fois Pôle emploi et l'APEC, qui est l'Agence pour l'emploi des cadres dans le secteur privé, pour que quand un agent public veut changer de lieu d'exercice, son conjoint puisse aussi être accompagné, parce que si lui, il n'est pas agent public, il puisse être accompagné vers un emploi qui existe. Vous avez parlé de l'Indre, mais dans tous les départements de France, aujourd'hui, on cherche des cadres dans tous les secteurs, et qu'on facilite justement la mobilité des couples. On le fait aussi dans la fonction publique, pour que quand on évite que les gens soient mutés à des endroits complètement différents. Alors évidemment, je ne dis pas qu'on y arrive à chaque fois, mais c'est évidemment un progrès. Après, il y a des enjeux d'attractivité plus largement liés au logement. Je suis bien consciente aujourd'hui qu'on a du mal parfois à retenir, à fidéliser des agents dans certains territoires, parce que l'offre de logement y est très restreinte. Donc soit il coûte très cher, soit juste il n'y a pas de logement adapté. Et donc on est aussi en train de voir comment on peut accompagner, quand il y a des vrais déficits de recrutement, un certain nombre d'agents publics sur les enjeux de logement. Donc on n'a pas du tout fini. Et lancer choisirleservicepublic.gouv.fr, c'est pas dire qu'on a tout résolu. Mais c'est de se dire aussi qu'on va pouvoir identifier des choses que vous dites, être des difficultés potentielles. Et moi, c'est très simple. Quand il y a un problème, on cherche une solution. C'est très concret. Et je pense que comme ça, on redonne du sens et des solutions à chacun. C'est toujours Rusty qui, parfois, nous surprend. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, remarques? Est-ce que ceux d'entre vous qui étaient avec nous, vous avez trouvé des réponses à vos questions, des choses qui ont pu vous surprendre? Est-ce qu'il y a encore des questions en ligne? Alors, il y a encore des questions en ligne qui, cette fois-ci, ne portent plus sur les concours, mais plutôt sur l'alternance, avec plusieurs questions pour savoir si, justement, c'est une pratique de la fonction publique. Alors, comme on l'a dit, c'est de plus en plus une pratique. On a doublé le nombre d'apprentis dans la fonction publique entre 2017 et 2022. Il y a aujourd'hui à peu près 15 000 apprentis dans les ministères, dans l'État, dans les différentes fonctions publiques régaliennes, de la sécurité, de la justice, bref, dans nos ministères de l'État. Il y a à peu près 8 000 apprentis dans les collectivités territoriales. Et il y en a de plus en plus, mais je n'ai pas donné le chiffre parce que c'est très peu pour l'instant, mais de plus en plus dans les hôpitaux, notamment pour les infirmières, pour les aides-soignantes, pour des métiers aussi qui aident à la gestion des hôpitaux. Et donc là, dans l'hôpital, c'est encore naissant, on va dire, mais on a levé tous les freins. L'apprentissage dans la fonction publique, il est évidemment rémunéré comme ailleurs. Il est évidemment transparent et public comme ailleurs. Choisirleservicepublic.gouv.fr propose des apprentissages. Il est également ouvert à la candidature spontanée. Donc si vous êtes en formation, vous dites, voilà, mon métier, j'ai l'impression qu'on le fait bien dans la fonction publique, et c'est probablement le cas, puisque globalement, presque tous les métiers qui existent, on peut aussi les faire dans la fonction publique.
eh bien, on a aujourd'hui tout ce qu'il faut pour bien vous accueillir, bien vous rémunérer, prendre en charge évidemment votre formation, vous accompagner aussi vers les concours si vous souhaitez rester, et donc en faire aussi une voie de professionnalisation. Et donc il n'y a pas de barrière. C'était effectivement, avant objectivement 2015, quelque chose qui était très peu pratiqué. Ça a beaucoup changé et on doit aller encore beaucoup plus loin. Et j'insiste aussi sur le fait que c'est maintenant de plus en plus facile d'en faire dans les collectivités locales. Or, chaque Français qui nous regarde, il habite dans une collectivité, c'est sûr. Il habite dans un territoire d'une mairie. Et donc ça veut dire aujourd'hui que toutes les communes de France auront, par une réforme qu'on a faite là et qui va vraiment rentrer en vigueur en 2022, toutes les communes de France auront beaucoup plus de facilité à avoir des apprentis. Donc ça concerne beaucoup d'entre vous. Il y a des métiers dans toutes les communes, y compris les plus rurales, notamment les métiers pour aider les maires, qui s'appellent les secrétaires de mairie, qui sont des secrétaires généraux de mairie, où on recrute beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, si vous habitez même le plus petit village de France, eh bien, l'emploi public proche de chez vous, en apprentissage, c'est aussi possible. Eh bien, je crois que nous avons terminé. Moi, j'ai peut-être un mot de conclusion à vous partager. D'abord, un mot de conclusion de remerciement. Parce que je pense qu'on voyait, on a parlé à l'instant de fonction publique de manière très différente de ce qu'on entend, du soi-disant trop grand nombre de fonctionnaires. Nous, notre sujet, c'est d'abord de pouvoir pérenniser nos services publics, leur qualité, d'avoir les compétences dont on a besoin. Et je trouve que la meilleure manière d'en parler, c'est de laisser, au fond, la parole à ceux qui font vivre ce service public dans leurs différents ministères, hôpitaux, collectivités, ceux qui se préparent à devenir agents publics, ceux qui le sont déjà. Je pense qu'on a pu voir qu'on ne faisait pas 40 ans le même métier, bien au contraire, quand on rejoint la fonction publique. Il y avait beaucoup de questions, peut-être beaucoup de clichés, peut-être des malentendus. C'est tout l'objectif de choisir le servicepublic.gouv.fr, c'est de parler de la réalité, de vous donner envie de nous rejoindre et de mettre à l'honneur les agents publics d'aujourd'hui pour que vous deveniez les agents publics de demain. Merci beaucoup et j'espère donc à très bientôt parmi nous.